Mesdames et messieurs, merci de suivre notre rétro de la semaine dont voici les principaux titres. Le 58e anniversaire de la proclamation de la République du Congo a été célébré à Pointe-Noire comme partout sur l'étendue du territoire national. Croisade contre le manque d'hygiène alimentaire, le maire de Ngoyo procède à une formation et en sport. Les 22e championnats d'Afrique de nations de handball ont atteint le cap des quarts de finale. Une fois de plus, merci de nous avoir choisis et à présent, bonnes conditions de suivi. Initiée il y a aujourd'hui 6 ans, la célébration de la fête de la République a atteint un autre niveau. À Pointe-Noire, la commémoration est repartie sur un haut lieu de mémoire, l'ancien siège de l'Assemblée territoriale, où les autorités se sont réunies autour d'un forum de réflexion. Emmanuel Koloko, reportage. « 28 novembre 1958, 28 novembre 2016. 58 ans que le Congo est devenu une république. Pour commémorer cette journée qui marquait le début de l'autonomisation du pays, les autorités de la ville de Pointe-Noire ont initié un forum de réflexion au site de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo, devenue aujourd'hui une école de formation paramédicale. Un choix opportun de l'avis du préfet Alexandre Honoré Mpaka. Dans son discours de circonstances, il est question de restituer l'histoire afin que toutes les générations se l'approprient. Et pour mieux percevoir les enjeux de cette journée de la République, un conférencier de marque a tenu en haleine l'Assemblée. Le conseiller spécial du chef de l'État, Claude Ernest Dalagraye, a raconté l'histoire du Congo telle que vécue, entendue et lue par lui. Pour l'orateur principal de cette cérémonie, la République avait été proclamée après un ensemble de compromis. Aussi, les parlementaires de tous les fronts, tels que Jean-Félix Tikaya et Jacques Opango, ont pesé de tout leur poids pour faire basculer les tendances. Il faut aussi reconnaître qu'à cette époque, l'intégration nationale était de mise et la loyauté un credo. À la fin de la cérémonie, des portraits géants du président de la République Denis Sassou Nguesso sont dévoilés. À côté, la dénomination de ce lieu, appelé salle du 28 novembre 1958. Selon la préfecture, le bâtiment Jean-Joseph Lokabou deviendra le musée de l'histoire politique du Congo, un projet à mettre dans l'actif de la nouvelle République. La route a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Un des faits en date, l'accident de circulation qui s'est produit à Vindoulou. Il a fait un mort et d'importants dégâts matériels. Il est mort sur le champ. Le chauffeur du taxi immatriculé 719 FF6 n'a pas pu résister au choc. Ici, nous sommes au quartier Vindoulou, vers le poste de police, où un gros camion band appartenant à une société chinoise a percuté un taxi de marque Toyota. L'accident a eu lieu dans la matinée du dimanche 27 novembre 2016. Le conducteur du gros camion aurait fait un dépassement pour s'aimer en Bussias. En roulant à vive allure, il n'aurait pas remarqué ce taxi qui sortait d'une ruelle. Les deux véhicules n'en sont pas sortis indemnes. Le corps sans vie du chauffeur de taxi a été conduit à la morgue municipale. Ce dernier n'aurait aucun passager à bord. Puisque rouler prudemment, c'est être à l'abri d'éventuels accidents de circulation, les chauffeurs devraient prendre conscience de cela pour éviter d'être souvent culpabilisés. Toujours à Vindoulou, sur le plateau de Inda, les habitants subissent et se plaignent de plus en plus du manque d'eau potable. Véritable casse-tête pour ces populations. Le spectacle offert à quelques points d'approvisionnement privé est d'un autre temps. Diane Fidelis Bonza. Le manque d'eau à Vindoulou, dans les plateaux de Inda, a un réel problème des habitants.
Tous les jours, à partir de 6 h du matin, il n'est pas rare de constater tout autour des forages du quartier des bidons et des seaux alignés. Des femmes, hommes et enfants attendent leur tour pour certains et pour d'autres, puisant et transportant les récipients remplis d'eau. Une corvée pénible et obligatoire pour ces derniers. Ensemble, ils réclament l'aide du gouvernement. Nous n'avons pas d'eau ici et nous n'avons pas d'électricité. Le quartier vraiment est dans la sombrité, vraiment. Il y a le banditisme qui se passe ici des fois et il y a tout mal qui se passe ici parce que la lumière n'est pas. Et nous avons vraiment des difficultés pour avoir l'eau parce que le ASNDE ne fait pas les efforts pour avancer l'eau dans notre quartier et la SNO aussi ne fait pas aussi l'effort pour avancer aussi l'électricité dans le quartier. Les mamans qui sont ici, on ne sait pas comment ils arrangent pour aller au marché parce que vraiment même les routes ne sont pas bien. Ne sont pas bien et les voitures qui rentrent ici, vraiment les chauffeurs ont des difficultés pour rentrer dans notre quartier. Nous, le peuple, nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens financiers pour améliorer notre quartier. Mais que le gouvernement fasse le nécessaire en nous pour que notre quartier soit bien. Le spectacle écœurant de cette absence de branchement d'eau potable à Vindoulou dans les plateaux de Inda, c'est la lessive à côté des forages. À cause de la distance et des efforts physiques, certaines femmes sont obligées d'y amener leur linge sale. Nous avons un problème d'eau ici. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Je suis venue laver les habits ici et j'ai laissé mes enfants à la maison. Je crains pour leur sécurité. Mon souhait, qu'on nous installe les forages. Demandez vraiment pardon au gouvernement pour penser ça dans le quartier à Beto. Beto est fatigué. Nous vivons dans des conditions. Beto on a quartier Vindoulou mazake l'impasi. Kana mama mekubuta ngeke kutala bakushke kuzingila parfois bilumbu na quartier Inzo. Nous avons besoin d'aide. Nous n'arrivons pas à laver nos habits. Je me plains surtout pour les femmes enceintes qui ont des nouveau-nés. C'est vraiment pénible pour elles. Des problèmes d'eau à Vindoulou, dans les plateaux de Inda, s'ajoute le manque d'infrastructures et l'électricité qui suscite l'insécurité. Les pouvoirs publics devraient réfléchir sur ces conditions malencontreuses. Musique dans ce journal pour parler du prince YM, entendu par la Yulu Mabiala. Lui et son répertoire ont été à l'honneur le temps d'une soirée pour le chanter. Michel Boibanda, les Makandas et les Tchatchamen dans un concert hommage à l'artiste. Suivez. Les mélomanes de la ville de Pointe-Noire ont été égayés le week-end écoulé par ce concert consacré aux œuvres de l'artiste musicien Yulu Mabiala. Un moment qui a réveillé des bons souvenirs des amoureux de la musique de celui qu'on appelle affectueusement le prince de la musique congolaise. À la manœuvre, Michel Boibanda. Ce dernier a évolué dans Ok Jazz et les Trois Frères en compagnie de YM. Il a évoqué les raisons de cet hommage. Alors, tango Babengi Singa Bali, hommage à Yulu Mabiala, il faut venir témoigner, mais il n'y a que ça. Bon, le coup, je suis convalescent. Mais tango petit Babengi Singa, c'est mes fils qui m'ont fait appel ici. Là, le bilan, je vais me présenter. Je suis venu à propos. Donc vraiment, qu'est-ce qui te télémi dans le micro, Bissou Misato, Yulu, le comment c'est Ngonangai. Non, parce que Monsieur Bazaki, comme on a il y a Bissou ici. Ce sont les Tchatchamen et les Makandas qui ont chanté avec brio les chansons du riche répertoire de cet artiste qui continue à marquer la musique congolaise. Les sapeurs ont été aussi de la partie. Ils ont à leur manière manifesté leur reconnaissance au patron de Kamikaze Loningisa,
et tout récemment de Loké Diaz. Parmi les invités de marque à ces retrouvailles, son fils, Odi Yuluma Biala. Il faut noter qu'une collecte a été organisée à cet effet. Ce fonds seront donnés à Yuluma Biala qui est jusqu'alors malade en France. L'insalubrité et la mauvaise hygiène alimentaire sont source de plusieurs maladies. Nous le savons. Pour cette raison, l'administratrice maire du 6e arrondissement Ngoyo se dresse contre elle. Son astuce, une formation sur l'hygiène alimentaire. Guy Francis Loukwamoso, Séverin Zouzi. L'hygiène alimentaire, la question est d'actualité et l'arrondissement Sisongoyo en a fait son cheval de bataille. Yolande Keta Banguide, administratrice maire de cet arrondissement, a ciblé les commerçants, les maraîchers et autres acteurs intervenant dans le secteur agroalimentaire pour faire passer son message. Séminaire tenu le mercredi 30 novembre 2016 à la case communautaire de Ndjeno sous le thème « Les bonnes pratiques de l'hygiène alimentaire ». L'hygiène alimentaire commence à la fabrication des denrées, leur commercialisation puis la consommation. Les femmes occupent une place importante dans la pratique de l'hygiène alimentaire au sein des ménages. Les conditions de vente des denrées alimentaires dans la plupart des ménages congolais sont mauvaises. Marchandises exposées par terre, parfois à la portée des mouches, vecteurs de plusieurs maladies, des eaux usées à côté des consommables. L'insalubrité, la mauvaise hygiène alimentaire est source de plusieurs maladies dites des mains sales, la typhoïde, le choléra, la dysenterie amibienne et autres. Les aliments doivent être propres de la production à la consommation en passant par la vente. Cela nous mettrait à l'abri des dangers physiques, chimiques et biologiques. Les microbes se multiplient vite sur les aliments. Toutes les 20 minutes, le chiffre est en augmentation de 300 000 nouveaux microbes. Les aliments souillés apportent plus de maladies que de vitamines. Être citoyen, c'est faire preuve de responsabilité dans l'accomplissement des obligations et devoirs vis-à-vis de soi-même d'abord et de la société. Éducation dans cette édition pour dire que les inscriptions aux différents examens d'État, je vais y arriver, les inscriptions aux différents examens d'État au titre de l'année scolaire 2016-2017 ont démarré depuis le jeudi 1er décembre. Comment se passe cette campagne dans notre ville Pointe-Noire? Élément de réponse dans ce reportage signé Elliot Massamba. Les candidats aux différents examens d'État session 2016-2017 ont jusqu'au 31 janvier 2017 pour déposer leur dossier. Ainsi, la campagne liée à cette opération a débuté le 1er décembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Ce conformément à la note numéro 0296 signée du ministre de l'enseignement primaire, secondaire de l'alphabétisation Anatole Koliné Makosso. Une disposition qui a commencé à s'exécuter déjà dans certains établissements scolaires de Pointe-Noire. Car ici au lycée Victor Augagneur, où les responsables ont opté de passer de classe en classe pour informer les enfants sur la question. Au niveau donc du lycée Victor Augagneur, nous avons un calendrier pour permettre aux enfants de préparer déjà leur dossier et de nous le... Donc nous prenons ces dossiers-là dans les salles de classe. Nous avons commencé avec la série C, parce qu'ils ne sont pas tellement trop nombreux, autour de 340. Et nous continuerons avec la série A et pour terminer avec la série D. Donc, nous avons invité les parents à faire de telle sorte que les enfants puissent avoir les pièces requises concernant la constitution du dossier. Et c'est souvent les copies d'actes de naissance qui posent souvent problème. Alors c'est depuis octobre que nous avons prié les parents de faire des pieds et des mains afin d'avoir ces pièces-là. Parce que pour la page d'admission au BPC, ce n'est pas tellement trop difficile. Et les cartes photos, donc il y a un dossier requis que les enfants doivent déposer. Et c'est beaucoup plus du côté des parents parce que jusque même en
fin janvier, nous constatons que les enfants n'ont pas leur copie d'acte de naissance. Au lycée Les Trois Glorieuses, la direction appelle par contre les apprenants à vite déposer leur dossier car le temps semble être très court. Les parents d'élèves et même les élèves eux-mêmes, au début, sont d'abord réticents, ils prennent de retard, ils prennent de la lourdeur et tout, mais je crois que nous avons fait un travail depuis pratiquement un mois de sensibilisation au niveau des élèves, au niveau de nos candidats, des documents à fournir et puis des délais repartis par rapport au règlement dans notre pays. De nos jours, nous n'avons pas encore des dossiers, nous avons plutôt des jeunes gens qui viennent prendre des informations. Nous sommes allés à la DEC au niveau de Brazzaville prendre des bottins de BPC 2014, 2013, 2012, afin de permettre aux enfants, à ceux qui n'ont pas encore retiré des diplômes à la DEC, d'avoir des pages d'admission parce que c'est l'une des pièces constituant le dossier. La récolte proprement dite des dossiers, elle n'a pas encore démarré au CG Antoine Bantou. L'équipe de maîtrise a décidé pour l'heure de procéder à la sensibilisation des élèves. Démarche qui ne va nullement causer du tort aux candidats, a rassuré la directrice du collège. La plupart des examens auront lieu au mois de juin 2017. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler des réalités du travail à l'école primaire de Ndjenoël 100, des plus particulières du département. Son personnel est à majorité féminin, sauf que les classes restent pléthoriques. Récit inhabituel de Guy Francis Lukwamos. Des écoliers autour de leur directrice pour une opération de salubrité. Elle dure à peine quelques minutes et chacun regagne sa salle respective. Nous sommes à l'école de Ndjeno, l'une des rares structures publiques électrifiées grâce au système de panneaux solaires. C'est l'œuvre d'un opérateur pétrolier qui exploite dans la localité. Ce temple du savoir doit aussi son mur de clôture et la réhabilitation de ses bâtiments au même opérateur. Son personnel est en majorité féminin. Un seul homme à leur côté, ce bénévole qui tient la classe de CM2. À sa charge, 136 élèves. C'est à lui aussi que revient la gestion des cours du soir pour relever le niveau de certains parents d'élèves. Cette initiative du géant pétrolier au Congo permet aux bénéficiaires d'acquérir le niveau minimum dans le suivi de leurs enfants à la maison. L'école primaire de Ndjeno est confrontée à l'insuffisance des enseignants actifs, d'où les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Les effectifs sont pléthoriques, donc il y a un manque d'enseignants. Donc en principe, nous voulons qu'on nous affecte les enseignants aussi, afin qu'on puisse décongestionner les classes, les diviser en deux. Parce que là, on fonctionne qu'à mi-temps. Les difficultés que nous avons ici, c'est parce que surtout les jeunes du village, qui viennent souvent semer la pagaille ici, comme il n'y a que les femmes ici. Nous n'avons qu'un seul homme qui est arrivé cette année, c'est un bénévole. Donc, il est souvent grimacé par les jeunes du village parce que lui, il est logé ici. Comme nous avons les manguiers, donc les jeunes du village viennent souvent cueillir les mangues pour les vendre. La classe de CM1 compte 179 élèves, 136 au CE2, 149 au CE1, 125 au CP2 et 126 au CP1. Tous évoluent dans la même vague pour insuffisance d'enseignants. L'année scolaire 2015-2016, sur 176 candidats inscrits au CEP, l'école primaire de Ndjeno a obtenu 54 admis sur 171 présentés. Dans l'enceinte de l'établissement, une salle qui accueille les enfants inscrits au préscolaire. Pour cette année, ils sont 30 enfants. Ndjeno est parmi les vieilles écoles du département de Pointe-Noire. La 24e journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée hier, samedi 3 décembre, à Pointe-Noire. Elle n'est pas passée inaperçue et nous avons pu rencontrer l'un des responsables des associations du réseau de cette catégorie sociale. Albon Wilfred Ndiba, Pachel vis-à-vis.
La prise en charge des personnes vivant avec handicap physique ou psychique devient de plus en plus une préoccupation majeure pour les Nations Unies. Cette préoccupation est la raison d'être de cette journée consacrée à cette catégorie sociale confrontée aux difficultés éducatives, économiques, sociales, voire politiques. C'est l'occasion d'affirmer ce principe de droit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce respect de dignité dû à toute personne, valide ou non, a pour conséquence la reconnaissance des droits fondamentaux de l'homme comme le droit à l'éducation et le droit au travail. Du point de vue de la formation, c'est-à-dire l'éducation, il y a des efforts énormes que le gouvernement fait. Mais sauf que nous avons un certain couac, parce qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes vivant avec handicap qui malheureusement n'ont pas la possibilité de poursuivre les longues études. Le président de la République avait pris de l'engagement d'enrôler les personnes vivant avec handicap en tenant compte bien sûr de leur capacité dans la fonction publique. Nous avons un pourcentage de 10%. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que les efforts fournis par le chef de l'État doivent être emboîtés par les privés. Dans le temps, en tant que capital économique, nous avons travaillé avec les organisations comme Rotary Club, Unicongo, qui en ce temps-là avaient donné un certain nombre d'emplois aux handicapés. Et la modeste personne qui vous parle, si aujourd'hui je suis retraité d'Unicongo, parce que justement, au niveau des privés, il y avait aussi un travail qui s'est fait en ce temps-là. Et donc nous demandons à tout chacun d'essayer d'accompagner les efforts fournis par le gouvernement de la République, notamment par le chef de l'État, du point de vue de l'employabilité des handicapés. Le thème de l'édition 2016 est atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons. Un thème qui épouse les 17 objectifs du développement durable visant la construction d'un monde plus inclusif et plus équitable pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes vivant avec handicap, donc une journée qui nous concerne. Je leur demande donc d'intérioriser le thème de la journée et ça va permettre à ce que nous travaillions la main dans la main avec les gouvernants. Nous allons donc inciter tous ceux qui sont disséminés dans le monde entier, qui travaillent justement, qui mouillent le maillot, comme on dit, pour l'évolution ou pour la promotion des personnes vivant avec handicap. Cette journée, célébrée tous les 3 décembre de l'an, a été proclamée en 1992 par les Nations Unies. La dernière ligne droite de ce journal est consacrée au sport. Le championnat d'Afrique des Nations de handball se poursuit normalement en Angola. Bilan à mi-parcours de la compétition dans ce reportage signé Hervé Kiminomissou. Dans le groupe A, l'Angola a fait un parcours sans faute. 4 matchs joués et 4 victoires. C'est devant la République démocratique du Congo que les Angolaises ont obtenu leur 4e victoire de 38-19. Toujours dans ce groupe, le Sénégal qui revient lentement mais sûrement sur l'échiquier du handball continental a eu raison de la formation du Cameroun sur la marque de 24-15. Dans ce groupe, 4 formations sont qualifiées pour les quarts de finale. L'Angola, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, des nations qui ont obtenu une victoire chacune devant la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, la Tunisie, le leader, a pris le dessus sur l'Algérie 27-21. Avec 3 victoires d'affilée, la Tunisie termine en tête avec 6 points, suivi du Congo-Brazzaville qui a remporté sa 2e victoire devant la formation de la Guinée-Conakry 33-19. Malgré ses multiples défaites dans ce groupe, l'Algérie est également qualifiée pour les quarts de finale. Dans le groupe B, on retrouve donc la Tunisie, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry et l'Algérie. Les combinaisons des quarts de finale seront connues dans les heures qui suivent.
Voilà, c'est sur cette note de sport que nous refermons ce rétro-journal. Merci d'avoir été du rendez-vous et surtout un bon début de semaine à tous et à toutes.